Super. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez bien profité de cette petite pause. Donc, bienvenue à ce talk que j'ai intitulé « Quand une licorne trébuche, hériter d'un legacy et bâtir un changement ». Vous voyez afficher des logos d'entreprise. Elles ont toutes quelque chose en commun. Oui, ce sont des licornes. À leur début, ces licornes donnaient beaucoup envie. Des investissements tech à gogo, des nouvelles applications, du build, sur des nouvelles technos. Depuis, plusieurs années ont passé, plus de 5 ans pour certaines, et leur croissance a changé, ainsi que le système d'information. Et vous me voyez venir. Désormais, elles traînent dans leurs pattes du legacy. Pourtant, ce terme legacy, il nous fait peur. Synonyme de galère, on a plutôt tendance à fuir quand on en entend parler. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous apporter une nouvelle perspective, vous donner l'envie, si la prochaine mission se présente à vous, comme pour Audrey, de lever la main. Tout d'abord, clarifions le terme legacy. Le legacy, étymologiquement, signifie patrimoine. C'est dans notre patrimoine applicatif qui est constitué dès le premier Go Live jusqu'au décommissionnement des applications. Mais communément, entre nous, lorsqu'on parle de legacy, on va faire plutôt référence aux applications qui ont plusieurs années d'existence, style le mainframe, ou qui présentent des obsolescences techniques. Je ne vais pas déroger à ce cadre lors de ce talk. Qui suis-je? Je m'appelle Flora, je suis maman d'un garçon, originaire du Cameroun, et je travaille dans la tech depuis plus de 10 ans. Je suis engineering manager chez AXA et j'ai travaillé beaucoup sur du legacy. Et lorsqu'on m'a présenté des missions legacy, j'étais hyper emballée. Pas tout à fait. J'avais plusieurs craintes. La première, ces applications n'avaient ni documentation technique, ni fonctionnelle. Ensuite, j'étais sur des langages plutôt vieux, AngularJS, C++, et un bug mi-Mac en termes d'archi, tout était emmêlé. Et ma plus grosse crainte, je vous l'avoue, c'était de ne pas progresser techniquement, de stagner en travaillant sur ces applications. Imaginez-vous, cette licorne, avec ce legacy, toutes ces caractéristiques, nous paraît plutôt terne. Je veux que vous ne vous limitez pas à ce premier regard. Essayez de voir au-delà, parce que je vous promets, il y a de véritables trésors que nous allons découvrir ensemble. Le premier, il est d'ordre pécunier. Savez-vous qu'en 2024, les DSI ont investi plus de 50% de leur budget dans du legacy? C'est énorme. Déjà, ça veut dire que sur le marché, il y a des missions legacy. Le deuxième trésor, celui-là, il est précieux pour moi, c'est le trésor de l'apprentissage. Qui dit modification legacy, dit besoin business. Un besoin business, il vient avec une deadline. Et donc, il va falloir être efficace et rapide dans notre apprentissage. Parce que, il va falloir, désolé, je perds mes mots, dans cet apprentissage, le premier truc qu'on va devoir faire, c'est du rétro-engineering. Parce qu'il va falloir découvrir cette application, comprendre son fonctionnement. Et pour cela, il faut rentrer dans le code, comprendre les langages qui ont été utilisés. Et vous allez devoir faire votre premier sanity check de cette application. Qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve le code source de cette application? Est-il accessible? L'historique Git, l'historique de versionning, est-il exploitable? Lorsque je récupère le code sur ma machine, est-ce qu'il compile? C'est évident, mais on peut avoir des surprises. J'en ai eu plusieurs fois. Le code est-il robuste? Qu'en est-il des tests, des couvertures de tests? Et enfin, en termes de service, le design respecte-t-il les patterns archi et sécu du moment? Et en faisant cela, vous déterminez les premiers aspects défaillants en termes de pratique de dev, de pratique craft. Et ce que je trouve fascinant, c'est que vous allez comprendre l'intérêt des pratiques craft. Et c'est plus facile d'appliquer des principes qu'on
quand on comprend l'intérêt que par obligation. Parce que oui, il va falloir modifier ce legacy. Et modifier un tel legacy, c'est comme un saut dans le vide. Et ça se prépare. Sinon, je l'ai fait avec mon fils, ce crash. Et mon premier conseil pour éviter ce crash, il va falloir mettre sous contrôle. Le premier truc à faire, c'est mettre en place une intégration continue. J'ai travaillé sur une application où les développeurs récupéraient le code, ils buildaient la solution et ensuite, ils déployaient directement le livrable en antéprod et en production. Vous n'imaginez pas la galère en termes de reproductibilité des anomalies, d'onboarding des collègues qui voulaient bien travailler avec nous, pénible. Donc, on va s'éviter ça. Première chose, on met une pipeline. Ensuite, il nous faut notre parachute. On ne fait pas un saut dans le vide sans parachute, sinon c'est une mission suicide. Donc, notre parachute, ce sont les tests. Enrichir notre référentiel de tests. Généralement, dans ce type d'application, on a une couverture de tests faibles. Donc, on va l'enrichir soit avec des tests unitaires, soit des tests d'intégration. Et surtout, muscler les tests de bout en bout, les tests fonctionnels. Qu'est-ce que cette application voulait faire? Qui de mieux que les experts utilisateurs pour vous aider? Il va falloir aller les solliciter, ne pas rester entre nous, mais aller voir au-delà, être curieux, comprendre pourquoi ce que cette application était censée faire pour ensuite limiter les régressions. Et ce qui est bien dans ce que vous faites, c'est que vous préparez aussi le terrain pour les autres développeurs qui passeront après vous. Ils seront bien contents de bénéficier de tous ces travaux. Suite à cela, il sera important de mesurer l'état d'obsolescence de votre application. Concrètement, quel est le niveau d'obsolescence? Là, vous avez une idée, mais vous ne savez pas le factualiser. Et pour cela, c'est important d'avoir des outils qui sont mis en place. Donc, il va falloir que vous ayez une pipeline, d'où l'intérêt déjà de l'avoir mis tout à l'heure en place. Grâce à cette pipeline, vous allez pouvoir intégrer vos outils de mesure de qualité de code et de vulnérabilité. Ainsi, vous aurez des éléments factuels qui vont vous permettre de construire votre feuille de route. Parce qu'il sera important de décider ce que vous allez faire. N'oubliez pas, vous avez un besoin business. Donc, tic-tac, le temps passe. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais avoir tout d'abord une première vision, une vision court terme. Court terme, là, il va falloir répondre rapidement aux besoins qui ont été exprimés. La première action, vous mettez sous contrôle comme on a vu précédemment. Et ensuite, vous apportez les modifications nécessaires, tout en isolant au maximum l'existant. Il ne faut pas le toucher, dans la mesure du possible. Et enfin, je me répète, oui, mais on va renforcer encore nos tests. C'est vraiment primordial de renforcer ces tests. Il faut aussi aller voir d'autres expertises, les expertises tests, les tests ingénieurs, pour avoir cette expertise-là, savoir comment faire pour avoir un référentiel de tests qui soit très enrichi. L'important, ce n'est pas d'automatiser ou pas, il faut qu'ils existent. Là, c'est la vision court terme. Ensuite, il va falloir voir un peu loin. Quel est le devenir de cette application? Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Il y a plusieurs options qui se proposent à vous. Soit la refonte, soit on décommissionne, ou soit un statu quo, on maintient l'application telle qu'elle. Pour cela, il va falloir prendre plusieurs éléments en perspective. Tout d'abord, quelle est la valeur business de cette application? En quoi elle est utile à votre métier? Est-ce qu'elle facilite son quotidien? Est-ce qu'elle lui permet d'être compétitif? Pour répondre à cela, il va falloir aller interviewer votre business pour comprendre l'usage qu'ils en font. Ensuite, il va falloir aller voir vos architectes. Quelle est la stratégie d'urbanisation sur votre périmètre? Qu'est-ce qu'ils prévoient en termes d'outillage? Et là, il faut challenger ce qu'on va vous dire. Il ne faut pas prendre pour acquis. Là, vous êtes légitime parce que, vous avez rencontré le business, donc vous savez ce qu'il veut. Vous connaissez l'existant. Vous avez ce legacy que vous avez hérité et que vous êtes en train de modifier.
Et enfin, vous avez les compétences techniques. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Et il va falloir prendre en compte tout ce qui est risque sécuritaire et réglementaire sur votre périmètre, sans oublier vos indicateurs de mesure. Et si vous faites ça, vous aurez construit un plan de route qui est solide et réalisable. Et ce plan de route, il va falloir embarquer vos décisionnaires. Les décisionnaires, c'est le business, le product manager, votre manager, surtout en tant qu'allié. Et dans votre pitch de présentation de cette feuille de route, il doit être centré sur la valeur business. Parce que sans cette valeur business, vous n'aurez pas de budget. Et sans budget, on ne peut rien faire. Donc, il va falloir vraiment que votre argumentaire se centre sur ces valeurs business. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez travaillé en amont. Donc, vous avez les éléments pour les convaincre. Et ensuite, il va falloir que vous preniez en perspective tout ce qui est évolution, maintenabilité et infra pour que tout soit sous contrôle, qu'il y ait un sentiment de sécurité. Et lorsque vous aurez fait ça, vous avez tous les éléments normalement pour convaincre vos décisionnaires. Et dès que vous avez leur aval, il faut désormais déployer ces feuilles de route. Et déployer ces feuilles de route, ça veut dire qu'elle doit intégrer l'équipe, la roadmap de votre équipe produit. Vous imaginez bien qu'une équipe produit, elle a plusieurs applications. Elle n'a pas uniquement votre application Legacy. Donc, il y a plusieurs feuilles de route, plusieurs chantiers techniques qui existent. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, il y a quelques années, on avait une roadmap technique avec tous les chantiers techniques et une roadmap business avec toutes les évolutions fonctionnelles. Chacun vivait sa vie avec un grand engagement sur la roadmap fonctionnelle. Et ça, on ne le veut pas. Il va falloir que vous éduquez votre product manager pour qu'il comprenne que ce chantier technique, c'est un asset critique. Ça se passe par la répétition et la répétition. Et ça marche parce que nous, en tout cas, désormais, on a une unique roadmap qui porte les deux pans d'activité, fonctionnelle et technique, et la responsabilité est sous le PO. Et c'est le résultat auquel vous devez parvenir. Donc voilà tout ce que vous allez apprendre en travaillant sur du Legacy. Le dernier point que je voulais rajouter sur l'intérêt de travailler sur du Legacy, ça a trait avec la durabilité de notre métier. Vous connaissez peut-être la fast fashion. Il y a la notion de fast tech qui existe. Dans le hardware, c'est plus facile à comprendre. C'est cette course à l'obsolescence programmée avec les nouveaux matériels qui sortent tout le temps, chaque année. Et bien pour moi, on a la même chose côté logiciel. Dès qu'on nous présente un besoin, on a ce besoin, en tout cas cette envie, de créer la nouvelle application, le nouvel outil qui va répondre à ce besoin. Et travailler sur du legacy, ça nous sensibilise à l'existant. Ça nous fait comprendre qu'il y a l'existant qui existe, qu'il faut l'entretenir et qu'il faut penser à son futur. Donc forcément, lorsqu'on vient nous présenter un besoin, on a ce réflexe-là d'aller voir ce qui existe déjà. Donc, en tout cas, pour moi, ça milite. Travailler sur du legacy nous donne ce réflexe-là et nous permet de combattre ces besoins compulsifs de créer. Donc, pour résumer, travailler sur du legacy, c'est une véritable opportunité d'apprentissage. Vous allez grandir techniquement, comprendre l'intérêt des pratiques craft, les mettre en pratique de manière pragmatique, apprendre à créer un plan de modernisation à l'échelle d'une application, fédérer autour de ce plan et ensuite le réaliser. La bonne nouvelle, c'est que les DSI, elles investissent dans le legacy et ça va vous permettre de vous inscrire dans une logique de développement durable. Votre legacy 10, avec toutes ces actions, bien sûr qu'elle nous donne plus envie, surtout de la rendre encore plus flamboyante et colorée. J'adore les couleurs. Pour terminer ce talk, je vais vous parler en tout cas de la mutation que vit notre métier de développeur avec tous les outils GenAI qui existent sur le marché, qui va faire qu'on ait de plus en plus de legacy, de code legacy à notre disposition. Et donc notre
métier qui était fortement centré sur la production de code, elle va évoluer vers un rôle de garant, garant de la qualité du code, garant de la pérennité de ce code pour les investissements futurs. Le train du legacy est donc déjà en marche. Il ne tient plus qu'à nous de le prendre. Merci à vous. Et vous avez le QR code qui vous donne accès à toutes les sources que j'ai utilisées, notamment aux chiffres qui ont été diffusés, et aussi un feedback. Je serais ravie d'avoir votre feedback. C'était mon premier talk, donc ça fait plaisir. Merci. Si vous avez des questions, 16 minutes. Oh.